Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. On est ensemble ce soir pour quelques heures de lecture et on vous propose d'ailleurs de vous replonger dans une nuit spéciale baccalauréat en vous faisant redécouvrir l'une des œuvres les plus importantes du programme du bac de français chaque année en France avec Madame Bovary de Gustave Flaubert. Alors il s'agit d'une œuvre majeure de la littérature française, mais également connue mondialement. Il s'agit également d'un roman qui s'apparente au courant romantique, mais qui marquera aussi le début du roman réaliste et moderne. Donc là, on en est au moment où Charles Bovary a épousé Emma, qui est donc devenue Madame Bovary, qui en fait, à travers le mariage, espérait s'échapper de sa vie ennuyeuse à la ferme avec son père, mais elle va très vite se rendre compte que en fait, elle n'aime pas Charles. Enfin, elle le trouve sympathique, mais elle s'ennuie avec lui. Elle trouve sa vie monotone. Et donc, elle va commencer en fait à faire de nouvelles rencontres, notamment Léon et Rodolphe. Léon qui est un jeune clerc de notaire et Rodolphe qui est un dandy qui en fait sera un amant de passage. Et donc, elle va connaître toutes sortes de mésaventures, d'où notamment l'expression bovarisme, qui en fait est née grâce à cette œuvre et qui traduit, je le cite, un état d'insatisfaction sur le plan affectif et social qui se rencontre en particulier chez certaines personnes névrosées et qui s'incarne surtout par une fuite permanente dans l'imaginaire et le romanesque. Voilà, donc avant cela, n'oubliez pas de nous retrouver sur les réseaux sociaux. Il vous suffit juste de taper le hashtag VBN qui s'affiche juste là en bas de l'écran. Et toute l'équipe de Voyage au bout de la nuit souhaite à tous les bacheliers de France et d'ailleurs bon courage pour vos révisions et beaucoup de réussite au bac. Et pour tous les fidèles de l'émission qui ne passent plus le bac mais qui sont férus de littérature, on vous souhaite une très belle nuit en notre compagnie sur D8. Si Charles l'avait voulu, cependant, il s'en fut douté si son regard une seule fois fût venu à la rencontre de sa pensée. Il lui semblait qu'une abondance subite se serait détachée de son cœur, comme tombe la récolte d'un espalier quand on y porte la main. Mais à mesure que ce serait davantage l'intimité de leur vie, un détachement intérieur se faisait qui la déliait de lui. La conversation de Charles était plate, comme un trottoir de rue. Les idées de tout le monde y défilaient dans leur costume ordinaire, sans exciter d'émotion, de rire ou de rêverie. Il n'avait jamais été curieux, disait-il, pendant qu'il habitait Rouen, d'aller voir au théâtre les acteurs de Paris. Il ne savait ni nager, ni faire des armes, ni tirer le pistolet. Il ne put un jour lui expliquer un terme d'équitation qu'elle avait rencontré dans un roman. Un homme, au contraire, ne devait-il pas tout connaître, exceller dans des activités multiples, vous initier aux énergies de la passion, au raffinement de la vie et à tous ses mystères? Mais il n'enseignait rien. Celui-là ne savait rien et ne souhaitait rien. Il la croyait heureuse et elle lui en voulait de ce calme si bien assis, de cette pesanteur sereine, du bonheur même qu'elle lui donnait. Elle dessinait quelquefois, et c'était pour Charles un grand amusement que de rester là, tout debout, à la regarder penchée sur son carton, clignant des yeux afin de mieux voir son ouvrage. Ou arrondissant sur son pouce des boulettes de mie de pain. Quant au piano, plus les doigts y couraient vite, plus il s'émerveillait. Elle frappait sur les touches avec aplomb, parcourait du haut en bas tout le clavier sans s'interrompre. Ainsi secoué par elle, le vieil instrument dont les cordes frisées s'entendait jusqu'au bout du village si la fenêtre était ouverte. Et souvent, le clerc de l'huissier qui passait sur la grande route, nu-tête et en chaussons,
s'arrêter à l'écouter, sa feuille de papier à la main. Emma, d'autre part, savait conduire sa maison. Elle envoyait aux malades le compte des visites, dans des lettres bien tournées qui ne sentaient pas la facture. Et quand ils avaient le dimanche quelques voisins à dîner, elle trouvait moyen d'offrir un plat coquet, s'entendait à poser sur des feuilles de vigne les pyramides de Reine Claude, renversait les pots de confiture dans une assiette, et même elle parlait d'acheter des rince-bouches pour le dessert. Il rejaillissait de tout cela beaucoup de considérations sur Bovary. Charles finissait par s'estimer davantage de ce qu'il possédait une pareille femme. Il montrait avec orgueil dans la salle 2 petits croquis d'elle, à la mine de plomb qu'il avait fait encadrer de cadres très larges et suspendus, contre le papier de la muraille à de longs cordons verts. Au sortir de la messe, on le voyait sur sa porte, avec de belles pantoufles en tapisserie. Il rentrait tard, à 10h, minuit quelquefois. Alors il demandait à manger. Et comme la bonne était couchée, c'était Emma qui le servait. Il retirait sa redingote pour dîner plus à son aise. Il disait les uns après les autres tous les gens qu'il avait rencontrés, les villages où il avait été, les ordonnances qu'il avait écrites, et satisfait de lui-même, il mangeait le reste du miroton, épluchait son fromage, croquait une pomme, vidait sa carafe, puis s'allait mettre au lit, se coucher sur le dos et ronfler. Comme il avait eu longtemps l'habitude du bonnet de coton, son foulard ne lui tenait pas aux oreilles. Aussi, ses cheveux, le matin, étaient rabattus pêle-mêle sur sa figure et blanchis par le duvet de son oreiller dont les cordons se dénouaient pendant la nuit. Il portait toujours de fortes bottes qui avaient au cou de pied 2 plis épais, obliquant vers les chevilles, tandis que le reste de l'empeigne se continuait en ligne droite, tendu comme par un pied de bois. Il disait que c'était bien assez bon pour la campagne. Sa mère l'approuvait en cette économie, car elle le venait voir comme autrefois lorsqu'il y avait eu chez elle quelques bourrasques un peu violentes. Et cependant, Madame Bovary, mère semblait prévenue contre sa bru. Elle lui trouvait un genre trop relevé pour leur position de fortune. Le bois, le sucre et la chandelle filés comme dans une grande maison. Et la quantité de braise qui se brûlait à la cuisine aurait suffi pour 25 plats. Elle rangeait son linge dans les armoires et lui apprenait à surveiller le boucher quand il apportait la viande. Emma recevait ses leçons. Madame Bovary les prodiguait. Et les mots de ma fille et de ma mère s'échangeaient tout le long du jour, accompagnés d'un petit frémissement des lèvres, chacune lançant des paroles douces d'une voix tremblante de colère. Du temps de Madame Dubuc, la vieille femme se sentait encore la préférée. Mais à présent, l'amour de Charles pour Emma lui semblait une désertion de sa tendresse, un envahissement sur ce qui lui appartenait. Et elle observait le bonheur de son fils avec un silence triste, comme quelqu'un de ruiné qui regarde à travers les carreaux des gens attablés dans son ancienne maison. Elle lui rappelait en manière de souvenir ses peines, ses sacrifices, et les comparant aux négligences d'Emma, concluait qu'il n'était point raisonnable de l'adorer d'une façon si exclusive. Charles ne savait que répondre. Il respectait sa mère, et il aimait infiniment sa femme. Il considérait le jugement de l'une comme infaillible, et cependant il trouvait l'autre irréprochable. Quand Madame Bovary était partie, il essayait de hasarder timidement, et dans les mêmes termes, une ou deux des plus anodines observations qu'il avait entendu faire à sa maman, Emma, lui prouvant d'un mot qu'il se trompait, le renvoyait à ses malades. Cependant, d'après des théories qu'elle croyait bonnes, elle voulut se donner de l'amour. Au clair de lune, dans le jardin, elle récitait tout ce qu'elle savait par cœur de rimes passionnées et lui chantait, en soupirant, des adagios mélancoliques. Mais elle se trouvait ensuite aussi calme qu'auparavant. Et Charles, lui, n'en paraissait ni plus amoureux, ni plus remué. Quand elle eut ainsi un peu battu le briquet sur son cœur,
sans en faire jaillir une étincelle, incapable du reste de comprendre ce qu'elle n'éprouvait pas, comme de croire à tout ce qui ne se manifestait point par les formes convenues, elle se persuada sans peine que la passion de Charles n'avait plus rien d'exorbitant. Ses expansions étaient devenues régulières. Il l'embrassait à de certaines heures, c'était une habitude parmi les autres, et comme un dessert prévu d'avance après la monotonie du dîner. Un garde-chasse, guéri par monsieur, d'une fluxion de poitrine avait donné à madame une petite levrette d'Italie. Elle la prenait pour se promener car elle sortait quelquefois avant d'être seule un instant et de n'avoir plus sous les yeux l'éternel jardin avec la route poudreuse. Elle allait jusqu'à la hêtraie de Banneville, près du pavillon abandonné, qui fait l'angle du mur, du côté des champs. Il y a dans le saut de loup, parmi les herbes, de longs roseaux à feuilles coupantes. Elle commençait par regarder tout alentour, pour voir si rien n'avait changé depuis la dernière fois qu'elle était venue. Elle retrouvait aux mêmes places les digitales et les ravenelles, les bouquets d'orties entourant les gros cailloux, et les plaques de lichen le long des 3 fenêtres, dont les volets toujours clos s'égrenaient de pourriture sur leurs barres de fer rouillées. Sa pensée, sans but d'abord, vagabondait au hasard comme sa levrette, qui faisait des cercles dans la campagne. Jappait après les papillons jaunes, donnait la chasse aux musaraignes ou mordillait les coquelicots sur le bord d'une pièce de blé. Puis ses idées, peu à peu, se fixaient, et assise sur le gazon qu'elle fouillait à petits coups avec le bout de son ombrelle, Emma se répétait. « Pourquoi, mon Dieu, pourquoi me suis-je mariée ?» Elle se demandait s'il n'y avait pas eu moyen, par d'autres combinaisons du hasard, de rencontrer un autre homme, tout simplement. Et elle cherchait à imaginer quels eussent été ces événements non survenus, cette vie différente, ce mari qu'elle ne connaissait pas. Tous, en effet, ne ressemblaient pas à celui-là. Il aurait pu être beau, spirituel, distingué, attirant, plus fortuné, tels qu'ils étaient sans doute ceux qu'avaient épousés ses anciennes camarades du couvent. Mais que faisait-elle maintenant ? À la ville, avec le bruit des rues, le bourdonnement des théâtres, les clartés du bal, elles avaient des existences où le cœur se dilate, où les sens s'épanouissent. Mais elle, sa vie était froide, comme un grenier dont la lucarne est au nord, et l'ennui, araignée silencieuse, filait sa toile dans l'ombre à tous les coins de son cœur. Elle se rappelait tous les jours de distribution de prix, où elle montait sur l'estrade pour aller chercher ses petites couronnes. Avec ses cheveux en tresse, sa robe blanche, ses souliers de prunelle, découverts, elle avait une façon gentille, et les messieurs, quand elle regagnait sa place, se penchaient pour lui faire des compliments. La cour était pleine de calèches, on lui disait adieu par les portières, le maître de musique passait en saluant avec sa boîte à violon, comme c'était loin, tout cela, comme c'était loin. Elle s'appelait Djali, la prenait entre ses genoux, passait ses doigts sur sa longue tête fine et lui disait « Allons, baisez maîtresse, vous qui n'avez pas de chagrin. » Puis, considérant la mine mélancolique du svelte animal qui bâillait avec lenteur, elle s'attendrissait et, le comparant à elle-même, lui parlait tout haut comme à quelqu'un d'affligé que l'on console. Il arrivait parfois des rafales de vent, brise de la mer, qui, roulant d'un bond sur tout le plateau du pays de Caux, apportaient jusqu'au loin dans les champs une fraîcheur salée. Les joncs sifflaient à ras de terre, les feuilles des hêtres bruissaient en un frisson rapide, tandis que les cimes, se balançant toujours, continuaient leur grand murmure. Emma serrait son châle contre ses épaules et se levait. Dans l'avenue, un jour vert rabattu par le feuillage éclairait la mousse rase qui craquait doucement sous ses pieds. Le soleil se couchait, le ciel était rouge entre les branches, et les troncs pareils des arbres plantés en ligne droite semblaient une colonnade brune se détachant sur un fond d'or. Une peur la prenait, elle appelait Djali, s'en retournait vite à Tostes par la grande route, s'affaissait dans un fauteuil et toute la soirée ne parlait pas. Mais vers la fin de septembre,
quelque chose d'extraordinaire tomba dans sa vie. Elle fut invitée à la Vaubyessard chez le marquis d'Andervilliers. Secrétaire d'État sous la Restauration, le marquis, cherchant à rentrer dans la vie politique, préparait de longue main sa candidature à la Chambre des députés. Il faisait l'hiver de nombreuses distributions de fagots et au Conseil général réclamait avec exaltation toujours des routes pour son arrondissement. Il avait eu, lors des grandes chaleurs, un abcès dans la bouche, dont Charles l'avait soulagé comme par miracle en y donnant à point un coup de lancette. L'homme d'affaires envoyé à Tostes pour payer l'opération conta le soir, qu'il avait vu dans le jardinet du médecin, des cerises superbes. Or, les cerisiers poussaient mal à Vaubyessard. Monsieur le marquis demanda quelques boutures à Bovary. Se fit un devoir de l'en remercier lui-même. Aperçut Emma, trouva qu'elle avait une jolie taille et qu'elle ne saluait point en paysanne, si bien qu'on ne crut pas au château outrepasser les bornes de la condescendance, ni d'autre part commettre une maladresse en invitant le jeune ménage. Un mercredi à 3 heures, Monsieur et Madame Bovary, montés dans leur boc, partirent pour le Vaubyessard, avec une grande malle attachée par derrière et une boîte à chapeau qui était posée devant le tablier. Charles avait de plus un carton entre les jambes. Ils arrivèrent à la nuit tombante, comme on commençait à allumer des lampions dans le parc afin d'éclairer les voitures. Ce sera donc la fin pour cet épisode, mais je vous propose qu'on se retrouve prochainement pour un ultime épisode de cette spéciale baccalauréat avec Madame Bovary de Gustave Flaubert. D'ici là, n'oubliez pas de nous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous tapez le hashtag VBN qui s'affiche juste là en bas de l'écran. Vous pouvez également nous retrouver sur le site de la chaîne www.d8.tv. Quant à moi, je vous embrasse. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de soirée sur D8.